Nous évoquons aujourd'hui la question de l'alcoolisme avec Jean-Benoît Dumontex qui est avec nous, spécialiste des addictions. Et nous allons commencer, Jean-Benoît, avec Nathalie. Bonjour Nathalie. Bonjour Brigitte, bonjour Jean-Benoît. Bonjour Nathalie. Bonjour, je suis ravie d'être encore à l'antenne avec vous Brigitte. Vous avez toujours des émissions très intéressantes. Merci. Et donc je vais pouvoir apporter mon témoignage effectivement sur l'alcoolisme. Alors moi ça remonte à très très longtemps. Je vais faire très rapide. J'ai rencontré mon mari, j'étais très jeune, j'avais 16 ans. Alors je l'ai rencontré dans un café, donc jusque-là rien de surprenant. Moi j'avais 16 ans, je venais boire un petit coca, quelque chose comme ça. Et lui, je l'apercevais, il était toujours en train de prendre une petite bière et il repartait. Il restait jamais très longtemps au café. Donc à une occasion, on se rencontre et moi, tout de suite je l'aime. J'aime cet homme, j'aime ce qu'il est. Mais je ne sais pas ce que c'est l'alcoolisme. Pour moi, c'est juste quelqu'un qui boit un petit verre de temps en temps. Donc on vit notre petite histoire. J'ai 16 ans, il en a 18. Oui. Donc on est encore chez papa, on est encore chez maman. Il y a des tensions familiales de son côté. Mes parents me proposent gentiment qu'ils nous rejoignent à la maison, qu'ils vivent à la maison avec nous. Donc ce qu'il fait, il vient à la maison, il vit avec nous. Chez mes parents, ça se passe bien, mais il boit pas quand il y a du monde. Je me rends compte qu'en fait, il boit quand il est tout seul. Vous avez l'impression que c'était un peu en cachette ou que c'est juste... Oui, voilà. Parce que c'est souvent le cas, Jean-Benoît Dumontex. Voilà. Oui, ça commence comme ça en tout cas. Voilà, parce qu'effectivement, on boit pas de la bière comme ça à 3h de l'après-midi ou à 6h du soir ou avant de manger ou après manger. Donc voilà, il faisait des petites choses en cachette. Et puis après, très vite, on s'est installés ensemble. Et là, ça a été la découverte de ce que c'était l'alcoolisme. Et donc, du coup, on a vécu ensemble tout le temps. On a eu 2 enfants ensemble. Ça a été une vie, ça n'a pas été une jolie vie. Parce que autant l'alcoolique qui s'ignore, l'alcoolique qui est dans le déni, puisque à l'époque, moi je vous parle de ça dans les années 86, 90, l'alcoolisme c'était considéré comme une marque de faiblesse. C'était pas encore reconnu comme une addiction ou une maladie. Donc c'était voilà. Donc lui était effectivement enfermé dans le fait qu'il était faible, alors que pas du tout. Et moi, j'ai toujours aimé mon mari, mais je n'ai jamais aimé l'alcoolique. J'ai bien fait la différence de celui que j'aimais et de celui que je n'aimais pas. J'aimais l'homme qu'il était, mais j'ai vécu avec l'alcoolique. Donc l'alcoolique dans toute sa splendeur, c'est-à-dire que c'est du matin, quand on se lève, c'est tout de suite de l'alcool. Jusqu'au soir où on se couche, ce n'est que de l'alcool. Le seul avenir qu'il y avait, c'était demain, est-ce que je vais avoir ma dose? Est-ce que je vais avoir ma bouteille? Puisqu'au fil du temps, bien sûr, de la petite bière, on est passé au petit apéritif et il avait fini par ne boire que du martini. Du martini tous les jours. C'était le seul alcool qu'il buvait. C'était une bouteille et demie de martini par jour. Donc, mais dès le matin qu'il se lève, quand je vous dis le matin qu'il se lève, c'est vraiment dès qu'il mettait le pied au sol, il allait dans la cuisine et il buvait son martini jusqu'au soir où il se couche. Donc c'était vraiment... Alors c'était un alcoolique qui n'était pas, on va dire, agressif, violent, agressif, voilà. Mais il était quand même, moi je le voyais à son regard que... Voilà, il fallait que je me taise, qu'il fallait que j'arrête, je ne cherche pas. Il fallait vraiment que je sois le plus discrète possible, que je fasse le moins de vent possible, parce que la colère pouvait très vite arriver, les paroles pouvaient dépasser effectivement tout ce qu'il pouvait dire, et avoir des fois des gestes un petit peu contrôlés qui, voilà. Donc combien de temps ça a duré ? Alors, écoutez, ça a duré toute sa vie. Il en est mort. Il en est mort très jeune. Déjà, quand vous étiez encore ensemble. Vous étiez encore ensemble quand il décède. Oui. J'ai toujours été amoureuse de lui, de l'homme que j'ai retrouvé d'ailleurs une fois qu'il a été entre guillemets sevré, parce qu'effectivement à un moment donné, donc quand notre premier enfant est né, il avait déjà beaucoup d'aigreur d'estomac, il crachait du sang le matin, donc on va consulter un médecin qui lui dit monsieur, faites très attention, là vous êtes quand même dans quelque chose de très installé, si vous faites pas attention, dans 10 ans vous êtes plus là. Bon, bien sûr, quand on a 24 ans, vous savez, on est comme James Dean, on croit qu'on va jamais mourir jeune, et que c'est pour les autres. Donc je lui dis de faire attention, mais en même temps, moi je suis sa femme, je suis la mère de ses enfants, mais ce n'est pas moi en fait qui vais l'aider à pouvoir se sortir de là. Tout au fil de notre vie ensemble, moi je me suis rendu compte que c'était pas moi qui pouvais l'aider, mais que par contre j'étais, si vous voulez, le démon
Pour lui, à ses yeux, j'étais le démon qui l'envahissait. Donc, en fait, vous étiez son miroir, donc c'est vous qui pouvait le regarder dans sa déchéance. Hein. Je crois que c'est ça, hein, Jean-Benoît Dumontex. Oui, c'est tout à fait ça. Et les proches ont souvent cette place-là. Voilà, et quand il était très en colère envers son alcoolisme, c'était moi qui prenais en fait, par des phrases avilissantes, j'étais jamais bien, enfin bref, voilà. Donc ça c'est aussi très violent pour ceux qui le vivent. Et puis un jour, pas fait comme un autre, mon mari est en phase de délire à la maison. Je ne comprends pas ce qui se passe. Il se lève le matin, il est en phase de délire. Donc je fais venir le médecin qui le suivait, qui vient le voir un dimanche à la maison et qui me dit écoutez, il n'a pas bu hier, il n'a pas bu aujourd'hui, il fait une petite crise de manque. Bon. Je dis ok, mais moi j'y crois pas trop. Et en fait, je me rends compte que cette crise, elle dure. Bon, après concertation auprès de ma famille pour trouver du soutien, je réussis à le faire aller à l'hôpital. Donc je l'emmène à l'hôpital, je vais aux urgences, je demande à ce qu'il soit pris en urgence parce qu'il était en phase de délire et il voulait partir. Et moi je ne voulais absolument pas qu'il parte. Donc effectivement, on le prend en urgence et là on me dit qu'en fait, il est en train de faire une hémorragie interne. Donc qu'il était en train de se vider. Voilà. Donc il est hospitalisé d'urgence sur un établissement à Villejuif. Et donc quand je rencontre le médecin, moi, le lendemain ou le surlendemain, donc il m'explique l'état gravissime de mon mari, c'est que son foie ne fonctionne plus. Parce qu'effectivement, être alcoolique, c'est pas que boire, c'est qu'on en est malade et qu'il y a de la détérioration qui se fait. Donc on me dit que son foie est complètement en phase de destruction totale et qu'il faut absolument qu'il arrête. Donc bon, pour moi là-dessus, effectivement, pas de problème. Et mon mari, quand il est hospitalisé là-bas, le médecin le rencontre et lui dit « Écoutez monsieur, si vous rebuvez une seule goutte d'alcool, vous repassez de l'autre côté. » Et là, ça a été instantané. Mon mari a arrêté de boire du jour au lendemain. Du jour au lendemain, il s'est arrêté de boire. Il n'a plus touché une seule goutte d'alcool, rien qu'avec cette phrase-là. Donc, il avait peur de subir le manque, comme on peut l'expliquer, comme on peut le voir dans certains cas. Et en fait, il n'a pas eu de manque. Je pense que dans sa tête, il y a eu quelque chose à ce moment-là, peut-être la peur soudaine de disparaître, lui a fait arrêter l'alcool. Malheureusement pour lui, hélas, le cancer s'est déclaré par la suite sur la langue, à la suite effectivement de son passé d'alcoolique. Le cancer de la langue a été soigné impeccablement et après il s'est propagé, il s'est mis sur la carotide. Donc mon mari en est mort quelques temps après. Donc mon mari est mort très jeune puisqu'il est mort, il avait 34 ans. Oui. 35 ans, pardon, 35 ans. Je me suis retrouvée avec les 2 enfants. Ça a été très foudroyant, mais alors moi, si vous voulez, son départ dans l'alcoolisme, je ne l'ai su que très tard, puisque quand je l'ai rencontré, il était du coup déjà alcoolique, mais bon, quand on est jeune, on ne sait pas ce que c'est, on ne comprend pas, on essaie de comprendre, donc c'est très difficile. Et en fait, ce sont mes belles-sœurs qui m'ont expliqué, mais ça faisait peut-être déjà, je vais vous dire, 8 ou 10 ans que j'étais déjà avec mon mari, qu'on était mariés, qu'on avait des enfants. Et elles m'ont dit, tu sais, quand il était jeune, parce que c'était une fratrie de 5 enfants, elle me dit, tu sais, ça a été le dernier de la famille, c'est lui qui a trinqué pour tout le monde. Donc j'ai bien compris qu'à ce moment-là, effectivement, il avait une haine envers ses parents, il avait toujours de la colère, et en fait, l'alcool a été pour lui le moyen de pouvoir de s'évader, supporter. Oui, bien sûr. Non, mais on le sait, Jean-Benoît Dumontex, derrière l'alcoolique, il y a toujours de la souffrance, et très souvent d'ailleurs de la souffrance durant l'enfance. Hein. Voilà, j'allais vous demander, mais est-ce que vous connaissez la cause de cet alcoolisme précoce? Et voilà, vous l'avez nommé, il y a un traumatisme majeur là, et il y a quelque chose qu'il n'arrivait pas à surmonter. Et voilà, disons la substance de prédilection, c'est l'alcool. Et voilà, ça donne un résultat quand même. Mourir à 35 ans dans ces conditions-là, c'est absolument atroce, enfin pour lui d'accord, et pour vous aussi. J'imagine à peine ce que vous avez pu vivre, vous, comme enfer, pendant la vingtaine d'années où vous l'avez côtoyé. Merci de ce témoignage, Nathalie, qui montre bien à quel point c'est compliqué, mais que c'est en même temps totalement dévastateur.